Bonjour, mon nom est Philippe Lupien. Je suis professeur à l'école de design au programme de design de l'environnement de l'UQAM. Et dans cette capsule, nous allons aborder le projet qui était en cours pour la récupération, la restauration et l'utilisation du bâtiment résiduel de la grande aventure du baron Ampin dans les Laurentides. Je parle du centre culturel et commercial du domaine de l'Estérel. C'est ce bâtiment qui a malheureusement été, selon les dires du propriétaire, accidentellement démoli le 13 mai 2022. Donc, le projet de l'Espace Bleu était une initiative de plusieurs personnes qui avaient réalisé que le programme actuel du ministère de la Culture de créer pour chacune des régions administratives du Québec, les 17 régions administratives, un lieu qui serait un lieu, en quelque sorte, une forme d'incubateur culturel, selon mes propres mots, mais qui permettrait en fait de rendre manifeste la culture emblématique, disons, d'une région, l'histoire emblématique d'une région, et aussi à la fois de récupérer un bâtiment patrimonial ou d'en construire un neuf si le besoin était. Euh, je vais, dans le but de documenter ce qui a mené à cette proposition, retourner un petit peu sur l'histoire, bien qu'une autre capsule parlera davantage de l'architecture de l'édifice que nous avons perdu le 13 mai 2022. Je vais quand même revenir un petit peu sur l'histoire de l'espace bleu. Alors, dans cette première diapositive, nous voyons donc le baron Louis Ampin et une image, la seule image que j'ai pu retrouver en fait d'un premier projet de développement d'une partie des terrains que le baron Louis Ampin avait acquis au milieu des années 30 et aussi un plan plus récent qui avait été publié dans la revue Architectural Record avant la Deuxième Guerre mondiale et qui montre euh, une proposition plus avancée d'une implantation. Alors, le grand projet du baron Louis Ampin, qui était le fils du premier baron Édouard Ampin, à avoir construit entre autres le métro de Paris et la cité, la ville nouvelle d'Héliopolis en Égypte, près du Caire. Le fils Édouard, après la mort du père, Édouard, et dont le frère s'appelait Jean Ampin, le fils Louis Ampin a préféré développer plutôt le Québec que de suivre son frère et continuer l'entreprise familiale en Égypte et au Congo. L'idée en était que le baron Louis Ampin avait eu, en quelque sorte, et ce sont ses propres mots, une épiphanie lors d'une promenade en voilier dans le fleuve Saint-Laurent. Il a même marié une Montréalaise, Madame Aune, et s'est installé rapidement, donc chercher à installer non seulement de nombreuses compagnies et une fiducie, et une banque, en fait, un réseau complet industriel, mais également de créer une communauté pour accueillir ses compatriotes. Le projet, donc, était d'acheter 7000 hectares dans les Laurentides, dans la région de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, autour du Lac-Masson. Et aussi, le baron Ampin qui avait en tête non pas simplement un lieu de villégiature, mais en fait d'établir une communauté à long terme, avait aussi acquis des pères sulpiciens, le domaine à Oka, un domaine de plusieurs milliers d'acres également, plusieurs milliers d'hectares également, dans le but d'intéresser des agronomes belges et de veiller à leur adaptation dans le climat canadien.
Donc, c'est le domaine qui a pris par la suite le nom Le Baronnet dans les années 60 et qui a mené l'émergence d'un groupe musical bien connu. C'était ce domaine, en fait, qui a été conçu dans le coin conçu et construit dans le coin d'Oka, également par le même architecte que l'architecte que le baron Appin avait invité dans les Laurentides, c'est-à-dire Antoine Courtens. Antoine Courtens, c'était un jeune architecte qui avait récemment remporté le prix de Rome en 1925 de la Villa Médicis et avait par la suite travaillé dans des bureaux prestigieux comme celui de Tony Garnier et également Victor Horta. Donc, il n'était pas étranger à des projets de développement territoriaux et a été remarquablement prolifique dans les quelques années qu'il a travaillé avec le baron Louis Ampin dans les Laurentides. Il a véritablement endossé les grandes ambitions de son client pour le développement d'une ville nouvelle. Donc, dans l'image supérieure, au coin supérieur droit, on voit dans la partie inférieure de cette image-là, on voit déjà le dessin, la perspective montre le bâtiment, l'édifice commercial et culturel du domaine de l'Estérel, et on voit que ce bâtiment devait faire partie d'une agglomération importante. Ils espéraient faire de ce petit centre-ville, en fait, un lieu très fréquenté en Amérique, alors qu'on était en pleine campagne à l'époque, alors que le réseau routier était aussi également à faire. Donc, l'histoire du baron Appin n'est pas unique dans ce sens. Elle l'est par le regard qui a été posé par le baron Appin sur les Laurentides et certainement par l'architecture expressionniste et moderniste utilisée par l'architecte, qu'on dit beaucoup plus radicale que celle de ses confrères à la même époque. Donc, on parle de l'entre-guerres. Entre les deux guerres, il y avait eu évidemment la crise économique en 1929 qui avait ralenti passablement le développement architectural, le développement des capitaux vers la construction. Donc, il y avait eu quand même relativement peu de construction d'importance dans cette période, si on compare avec les années 20. Mais le baron Ampin et son architecte ont introduit évidemment un vocabulaire architectural beaucoup plus radical que ce qu'on voyait au même moment en Europe et en Belgique, mais plus spécifiquement. Mais par contre, l'histoire, elle n'est pas exceptionnelle dans la mesure où on associe souvent aux Laurentides l'histoire souvent racontée du curé Labelle et de la découverte de la colonisation, en fait, devrais-je dire, des Laurentides et la construction du réseau ferroviaire, donc, qui a été communément appelé le petit train du Nord vers les pays d'en haut, qui sont les expressions consacrées. Mais en fait, le développement actuel des Laurentides, en fait, l'état actuel des Laurentides, on peut beaucoup plus facilement lui donner une origine dans le développement de la villégiature, d'une certaine villégiature des années 20-30, en provenance souvent accompagnés par des promoteurs d'origine européenne, que ce soit le regard posé par exemple par les Finlandais comme les frères Nymark qui ont introduit la construction scandinave dans les Laurentides, le célèbre boiron qu'on peut voir au château Montebello. Que ce soit une architecture suisse, les chalets suisses, et dont on peut certainement monter l'origine avec Émile Cochin, qui était un Suisse qui a immigré à peu près au même moment que le baron Ampin, l'architecture suédoise qu'on peut voir à Sainte-Agathe, des Gillespie-Kerr, évidemment le réseau aussi de ski de fond, de ski de randonnée, qui a été introduit par des Norvégiens comme Jack Rabbit Johansen, qui non seulement a introduit un réseau, mais ce faisant, a introduit aussi un regard posé sur la nature des Laurentides. Donc, l'entre-guerres a permis, et surtout aussi
la rapidité des bateaux de croisière, le début des grands voyages par croisière, a permis le développement d'un certain regard sur les Laurentides qui provenait souvent d'Européens. Et à la suite de la Deuxième Guerre mondiale aussi, d'autres populations ont émigré. Les Arméniens, les Italiens ont émigré dans les Laurentides, des Vénézuéliens, des Allemands ont émigré dans les Laurentides et ont aussi apporté à ce regard européen un deuxième niveau, disons, de regard croisé et une certaine culture sur les Laurentides. Aujourd'hui, les Laurentides que l'on connaît donc doivent énormément à cet apport européen de multiples nations qui ont reconnu dans les Laurentides un territoire qui leur était familier, un territoire de Piémont qu'on peut retrouver tant en Italie, en Suisse, en Allemagne, en France, en Belgique et partout en fait, ou dans les pays scandinaves également. Donc, ce qui faisait en fait l'intérêt de cette démarche d'intéresser le ministère de la Culture du Québec à induire dans le projet d'un espace bleu la notion même de villégiature plutôt qu'une autre notion qui aurait été liée peut-être à la colonisation ou à un passé plus lointain, plus distant et plus aussi étranger à la culture actuelle des Laurentides, qui demeure quand même un grand terrain de jeu pour les Montréalais. Alors, dès qu'on voit les images, ces images que je présente, qui sont des images de carte postale du domaine du Baron-Pin ou des images aériennes, de photos aériennes, on voit très bien que le langage est un langage croisé entre l'utilisation du bois rond, qui s'était fait en collaboration entre l'architecte Antoine Courtens et Victor, on dit Victor Neymark y aurait participé, et aussi cette modernité très expressionniste, devrait-on dire, parce que c'est une modernité qui se projette dans le territoire. On a souvent dit du domaine de l'Estérel qu'il était associé à l'art déco, mais lorsqu'on regarde les dessins originaux et les esquisses d'Antoine Courtens, on découvre plutôt une certaine forme d'expressionnisme lié au territoire. Donc, des bâtiments qui se projettent dans le territoire et qui font un grand usage de la technologie du béton armé, qui était une technologie qui était peu fréquente en Amérique à l'époque. On dit d'ailleurs que le centre commercial et culturel du domaine de l'Estérel avait la plus ancienne voûte de béton qui existait encore au Canada. Mais si on jette un coup d'œil sur les quelques images qui sont présentées dans les cartes postales que vous voyez, même l'utilisation d'un vocabulaire plus moderniste dans le mobilier semble nous indiquer un croisement entre l'art déco et une architecture moderniste plus radicale. Dans cette image, nous voyons en haut complètement la tête du bâtiment qui a été démoli le 13 mai 2022, qui avait vraiment un intérêt très, très grand au niveau de la composition et en dessous des photos de la construction. Et on peut voir à quel point la construction du domaine de l'Estérel était un geste héroïque, puisque sans route et tiré souvent par des chevaux, la production de béton devait se faire dans des conditions, disons-les, adverses. Et la photo du bas montre la condition de la voûte quelques années seulement avant sa démolition. D'autres images nous montrent le bâtiment qui a été démoli partiellement dans la semaine précédente, le 13 mai, donc la projection justement de la grande voûte et la tête de l'édifice qui a été démoli le 13 mai de façon illégale, bien entendu. Donc, le bâtiment avait aussi la réputation qui n'a jamais été contesté d'ailleurs, d'être le premier centre commercial en Amérique du Nord, et avec évidemment une salle de bal dont on a beaucoup entendu parler, qui avait une grande réputation, qui avait été inaugurée par Benny Goodman, rien de moins.
Alors, le projet, donc, de faire de cet espace-là un espace bleu, c'était un projet, en fait, de reconnaître l'importance de la villégiature pour le développement des Laurentides. Et lorsque l'on lisait les premiers arguments, le premier argumentaire qui avait été mis en ligne et présenté par les représentants du ministère de la Culture, il était clair que le programme la construction, en fait, ou les espaces qui d'ailleurs étaient pratiquement de même superficie que ce qui était requis pour les espaces bleus, on peut voir qu'il y avait une grande concordance entre le programme des espaces bleus et le programme initial. Et nous avons eu l'occasion, dans l'année qui a précédé la démolition, d'intéresser les organismes d'art contemporain des Laurentides pour réutiliser, par exemple, les boutiques du centre d'achat pour en faire des ateliers d'artistes. Les boutiques du centre d'achat étaient surmontées dans le bâtiment initial par les résidences des gens qui travaillaient dans ces boutiques, justement des gérants des boutiques. Et donc, l'idée étant d'en faire des résidences d'artistes avec des ateliers d'artistes dans la partie basse, la grande voûte dans laquelle circulaient les autobus en 1936. Évidemment, il faut se souvenir que les autobus étaient de plus petits gabarits qu'aujourd'hui, aurait pu devenir la fameuse salle multifonctionnelle requise dans les programmes des espaces bleus. Les espaces d'exposition pouvaient prendre place dans le grand hall, un espace de projection et d'immersion aurait pu prendre place dans l'ancien cinéma qui était là. Et le programme des espaces bleus aussi proposait qu'il y ait un bistrot du terroir qui met en valeur la gastronomie régionale. Évidemment, il y avait déjà des espaces de restauration à l'époque du Baron à Paix. Donc, le bâtiment était un calque qui avait précédé, pratiquement un calque qui aurait précédé de 90 ans, en fait de 80 ans, le programme des espaces bleus. Donc, dans l'année qui a précédé la démolition, nous avons eu l'occasion de prendre contact aussi avec des représentants des services consulaires de la Belgique qui étaient fort intéressés par la proposition de ce patrimoine qu'on a dit un patrimoine conjoint entre le Canada et la Belgique. Et également, même de parler de l'histoire précoloniale des Laurentides comme il était requis par les espaces bleus, c'est-à-dire d'introduire dans le programme également une, euh, une histoire qui précéderait la colonisation, qui remonterait peut-être aux sources précolombiennes du lieu. Donc, on connaissait bien l'histoire atikamekw et l'histoire iroquoise de ce secteur qui a été quand même assez bien documentée et qui aussi faisait l'objet de démarches au moment où le bâtiment a été démoli. Donc, en principe, ce qui a été perdu le 13 mai 2022, c'est non seulement un projet de construire un espace bleu et d'un espace bleu qui aussi était également aussi non seulement un incubateur culturel à l'époque, mais aussi un certain regard sur le lien entre une architecture et une nature et un territoire, dans un territoire aussi qui a conservé son originalité, c'est-à-dire que de la plupart des communautés des Laurentides, Sainte-Marguerite a été le centre-ville, le centre villageois, devrait-on dire, de Sainte-Marguerite a été conservé, peut-être à cause de sa distance de l'autoroute des Laurentides qui a permis le développement de grandes couronnes commerciales dans les villes plus importantes que sont Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, Saint-Jérôme, bien entendu, Saint-Jovite ou Mont-Tremblant. Ces villes ont connu des pressions immobilières et la construction de couronnes commerciales et résidentielles qui font en sorte que le centre a perdu souvent ce lien avec la nature des Laurentides, la nature plus vierge des Laurentides, tandis que Sainte-Marguerite était un endroit assez propice
à l'établissement, en fait, de le réétablissement de ce lien entre un noyau villageois et son immense territoire. Et ce territoire aussi conçu par de multiples regards, comme je le disais précédemment. Donc, c'est un peu ce qui a été perdu le 13 mai. Par contre, est-ce que ça a été véritablement perdu? Dans un certain sens, les programmes des espaces bleus suggèrent, permettent qu'on considère la construction neuve d'un bâtiment et nous avons bien entendu l'ensemble des plans de cet édifice original. Et comme l'architecture, en fait, le patrimoine architectural est un patrimoine documentaire d'une certaine façon, puisqu'il concerne surtout les documents de l'architecture, contrairement, disons, au patrimoine historique ou au patrimoine immatériel. Le patrimoine architectural est lié aux documents de l'architecte. Et donc, puisque nous avons encore ces documents-là, peut-être serait-il possible d'envisager dans cette discussion que nous aurons dans cette journée de réflexion qui est prévue le 17 septembre, l'occasion de débattre de cette notion peut-on ou ne doit-on pas reconstruire un édifice historique lorsque son patrimoine réside dans son architecture. Là-dessus, je vous remercie de votre attention et au plaisir de vous revoir.